On part sur la deuxième partie du live IRL, qui est encore une partie IRL, parce que la troisième partie n'a d'IRL que le fait d'être après ça. C'est tellement clair. On va commencer sans plus tarder par la première critique de la semaine. J'ai lu quelques mangas cette semaine, voilà, apprécié la qualité de l'image et la taille. J'ai lu le tome 5 de No Longer Rangers, qui est compliqué, hein. Autant Negi Aruba n'avait pas réussi The Catastrophe Quintuple jusqu'au bout, parce que les personnages n'évoluaient pas assez, parce qu'ils étaient que 6. Et sur les 14 volumes, ils ont très peu évolué. Donc je peux lire après finalement les tomes dans n'importe quel ordre et ça marchait très bien. Là, il y a beaucoup plus que 6 personnages, et ils ont beaucoup de choses à raconter, et du coup c'est très long, et on n'avance pas beaucoup dans l'avancée globale, et c'est compliqué, et c'est trop chargé en fait. Donc Negi Aruba, il s'agirait de faire des choix un peu plus modérés, que de ne pas faire de personnages et ne pas les faire évoluer, et de faire plein de personnages qui ont plein de choses à raconter. Là, c'est un peu trop. Parce qu'on est encore et toujours dans l'exercice d'admission en tant que véritable ranger. Go Go Ranger. Il y a le plan final des laissés pour compte qui semble fonctionner plutôt bien face aux différents champions. Sauf que la bataille est mise à mal par Ranger Bleu, qu'on voit sur la couverture, puisqu'il tombe dans un piège qui lui fait croire qu'il y a des méchants dans l'exercice d'entraînement, alors qu'en fait, il y en a vraiment. Du coup, il attaque ceux qui sont méchants. Le personnage principal doit en même temps être un héros, en même temps pas être un héros, donc c'est compliqué. Parce qu'il sait pas où se placer, il essaie un peu de faire les deux, d'aider les deux camps, et finalement, il n'y a aucun des deux qui l'accepte vraiment, c'est compliqué. Et après, il y a certainement deux côtés pour que tous les personnages vivent leur petite aventure, qui font à moitié avancer les choses, à moitié qui bloquent tout, parce que tout le monde a des mystères, tout le monde est contre tout le monde, c'est très bordélique, trop. Et je sais pas si c'est fait pour une lecture globale de toute la série d'un coup, ou si c'est vraiment genre arc par arc, comme dans 3-4 tomes d'un coup. Parce que vraiment là, tome par tome, fou, c'est chiant. Ça traîne le cul au global. Pourtant, il y a plein de choses qui se passent dans le tome, trop, et c'est très désagréable à lire, je trouve. Oh, j'ai pas passé un bon moment. Et donc, c'est en 8 volumes. Et hop, ça. Pour l'instant, il y a donc 9 volumes au Japon, avec Ranger Rose, la petite dame, Ranger Noir, et on sait pas. Super. Negaruba a donc fait 15 du plaid et No Longer Rangers, et uniquement ça. Très bien. Ensuite, on passe à la critique suivante. Ah, l'image de bonne taille. A Couple of Cuckoos, tome 7. Déjà le tome 7, et je peux vous dire que waouh, les choses avancent de ouf entre les personnages. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur The 405 avec le peu de personnages développés. Enfin, le fait qu'il y ait peu de personnages sur 14 tomes et qu'ils étaient peu développés, donc ça fait que on pouvait prendre les tomes dans n'importe quel ordre. Imagine, tu peux faire pareil ici. Imagine. Parce qu'en fait, ils sont trois filles à traîner autour du personnage principal. Sa sœur et une amie. Et en fait, bah, quand même, il y a des situations un peu diverses et variées pour soit les rapprocher d'une d'elles, soit rapprocher de plusieurs d'entre elles, soit éloigner d'une d'elles, soit éloigner de plusieurs d'entre elles. Et faire varier les choses comme ça, et ben, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu de l'ennui en fait par moment. Parce qu'il y avait un moment où il est en tête à tête avec juste celle qu'il cherche vraiment à être en couple avec, mais voilà, sans plus. Il y en a qui tombent malades parce qu'elles font, elles pensent trop aux autres. Parce qu'en fait, ça essaye également de faire le côté humain, en plus du côté comédie romantique, avec le fait que, oh là là, la fille ici, qui est fille de riche depuis la naissance, elle a un peu de mal à s'habituer au fait que les autres soient ici et qu'elle doivent faire attention à eux, alors que bah, dans elle fait attention à personne, et hop, ça la rend malade. Alors, ok, c'est plus ou moins humain, mais c'est surtout montré dans le mode comédie, comédie romantique. Et bah finalement, c'est pas si ouf que ça quand les personnages sont laissés pour compte. Et pourtant, j'ai quand même réussi à être un peu intrigué par le prochain volume, vu la fin de celui-ci. Parce qu'à la fin, il y a un nouveau personnage lié au personnage principal qui apparaît. Donc est-ce que ça va être encore
un intérêt amoureux qui sera traité exactement pareil. J'espère pas, sinon j'aurais bien les boules, parce que ça va juste rajouter une situation en plus identique, et ce qui va du coup rendre tous les trucs encore plus longs. Mais si c'est un nouveau sujet et qui en plus peut être débloqué le reste, ah je prends. Ah je prends volontiers. Parce que les passages sont plutôt cool, hein. Il y a le potentiel de faire des trucs intéressants, mais... En plus 15 volumes c'est trop long hein, pour ce genre de choses. Faut s'arrêter à un moment. N'est-ce pas? Kako no Linnazuko. Nuke. Mais je crois qu'on se rapproche de la fin, parce qu'ils ont dû faire comme pour Classe Ketupet avec les tenues mariées. Ah, pas sûr. Parce que là, on a elle qui mange, le nouveau personnage qui fait ça, la petite sœur Guignan, eux en amoureux, elle qui fait de la boxe, ça. Ah, elle est encore là, le nouveau personnage est encore là jusqu'au tome 14 au moins. Et après, il y a ça en tenue de mariée. Est-ce qu'on approche de la fin? Attends. Fin, couple of cuckoos. Cuckoos. Non, pas l'animé, le manga. Ok. Autant pour moi alors. Et l'auteur, c'est donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, pardon? Drôle de racaille. Yamada Kun et 7 Witches. Seven Witches d'ailleurs. Drôle de racaille. En 23 tomes? Ah, mais calmez-vous. Ok. Super, ça a l'air super marrant. Et Yamada Kun and the Seven Witches. 28! Ouah, mais elle a fait tellement de volume. Ça va être aussi long, Cuckoos? J'espère pas, hein. Ok, bah c'est que des trucs d'amour. C'est bien, vive l'amour. Viva la vida, comme on dit en espagnol. Ah oui, c'est pas du tout la même phrase, hein, mais on dit comme ça en espagnol. Ah! Après deux lectures très mitigantes, voici le grand, le beau, le magnifique tome 12 de Blue Lock. Et ça, c'est un véritable plaisir. Quel plaisant plaisir, j'ai envie de dire. C'est pas non plus au niveau des meilleurs tomes qu'on a lus de Blue Lock, mais c'est très agréable de revenir dans cet univers. On continue à apprendre ce qui se passe après les épreuves de disqualification, qui est que les 6 premiers de tout jusqu'ici seront en duo en tant que 3 chefs d'équipe. Tous les autres devront faire leur preuve pour faire partie de l'équipe de Blue Lock qui affrontera l'U20. Et on commence direct sans plus tarder avec euh, top 1 et 2 accompagnés de Izagi et de personnages nouveaux, contre top 3 et 4 accompagnés de Shigiri et de personnages nouveaux. C'est en 5 points par équipe. Et il y a évidemment tous les personnages qui sont utiles pendant une action. Shigiri dévoile un nouveau pouvoir pendant une action. Il est à la classe, hop, ça marque. On découvre l'équipe adverse avec un ninja et un espion, mais ça n'a pas de sens, un truc comme ça, qui ont des pouvoirs un peu cool. Ok. Dans leur équipe, on suit évidemment le grand rival actuel de Izagi, comme d'habitude, il s'en sort très bien. Et le nouveau personnage de couverture, qui est balèze pour tirer de n'importe où et dans n'importe quelle position. Donc voilà, des trucs un peu cool. Et le problème, en fait, c'est que Izagi peut réussir à être un bon soutien, mais c'est pas ça qu'il veut, parce que là, il n'arriverait pas à se démarquer. Et donc, pendant que ses alliés soit arrivent à marquer des buts et à monter à 4-5, ou alors se marchent l'un sur l'autre et n'arrivent pas à récupérer la balle du tout, lui se reconstruit encore une fois pour essayer d'agir avant même de réfléchir, parce que ses capacités physiques n'arrivent pas à suivre sinon. Voilà, les personnages fonctionnent, le match fonctionne, s'il est un peu couru d'avance et que littéralement une action, un personnage, ou plutôt un personnage, une action dans l'autre sens, que les 4 personnages nouveaux ne servent à rien, évidemment sauf celui du top 4, hein. C'est pas ceux-là que je compte comme des personnages nouveaux, même si on les a pas vus avant, tu vois. Et il y a comme les sensations sportives et le frisson des personnages qui se réécrivent. Donc, peut-être un peu maladroit, mais ça paraît tellement haut que ça va. 22 tomes pour l'instant, ça va peut-être un peu long, on va falloir peut-être s'approcher de la fin. Ouais, j'aime plus trop les œuvres qui durent 1000 ans. Maintenant, 30, entre 20 et 30, c'est bien comme longueur, je trouve. Alors, les prochaines fois, qu'est-ce qu'on a? On a Obito, si je ne m'abuse. Obito Karazu. Obito Karazu. C'est pas du tout comme ça. Yes.
Kalazu, Blue Lock. Ah, il s'appelle Tabito, pas Obito. Oh là là, c'est bon. Ensuite, un autre personnage nouveau du top principal. Un autre personnage nouveau du top principal. Un autre mec, je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. La dame qui accompagne Ego depuis le début. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Et Gagamaru. Il y en a des petits nouveaux. Et scénariste, sinon il a fait Jeu d'enfant chez Pika, Billion Dogs. On l'a fait. Accoucher sans maudit, Dragon. Jeu d'enfant, ça avait l'air pas trop mal. Ah, pas trop mal. Pas trop mal. Y a pas un spin-off ou une suite? Je sais plus. Billion Dogs, qui a l'air correct. On l'a fait en 9 volumes. Personne n'en parle. Aku, qui commence apparemment bien et qui se termine très très mal. Jagan, qui je sais pas comment il commence ni comment il se termine, mais j'avais plutôt envie de lire. Et ça a l'air effectivement plutôt bien. Et bloque l'épisode de Nagi. Est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. Comment ça, en cours, avec un seul tome, ça durer combien de temps? Et j'ai bien dit un seul tome. Donc tout ça pour suivre la même chose que l'équipe Z, mais avec l'équipe V. On s'en fout, non? Ok. J'ai également lu Vigilante My Hero Academia Illegals volume 14. Le titre est toujours plus long. Alors, si vous avez bien suivi les couvertures de My Hero Academia de base, c'est une référence à la couverture d'un tome. On regardera après. J'aime beaucoup ce jeu. C'est la première fois qu'on parle de Vigilante Illegals depuis qu'on je fais les lives comme ça IRL. Parce que le dernier volume date d'il y a d'un an, je crois, selon ce que j'ai pu lire. Ça commence à faire beaucoup. Oui, beaucoup, oui, on va pas se le cacher. Et on est dans le combat final depuis le tome précédent. Donc c'est peut-être un poil long, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Parce que le personnage principal a chopé des pouvoirs un peu abusés, notamment des réflexes d'esquive, juste parce que bah, c'était une giga victime qu'il a appris à encaisser et à esquiver. Pourquoi pas, c'est pas ça qui fonctionne le plus, c'est pas très grave. Son côté héroïque fonctionne quand même très bien. Surtout que bah, il n'y a pas non plus des pouvoirs ultra impressionnants. Mais surtout, c'est pas celui-là qui brille le plus et qui fait le plus briller le tome, c'est 6, l'adversaire qu'il affronte. Parce que vu qu'il se reconnaît dans absolument rien, il peut prendre n'importe quelle forme. Et c'est toujours un vrai plaisir visuel à voir et scénaristique, parce que le personnage est coincé dans sa folie et part dans tout et n'importe quoi comme forme. Pourtant, tout en restant malin pour affronter Koichi dans la seconde précise où il en a besoin. Plus, il y a une belle confrontation avec celui qui le contrôle depuis le début et qui s'en est servi comme objet d'expérience. Donc, très belle réussite de ce côté-là. Et évidemment aussi, réussite du personnage qu'on voit sur le dos du volume, qui est Knuckle Duster, parce qu'il est enfin de retour dans l'action. Il agit, il met en place son élève, il explique plein de choses trop cool. Et sauf qu'il se fait arrêter par un autre allié de Koichi, parce que bah évidemment, Koichi ne veut plus perdre personne. Sauf que c'est peut-être ça qui va causer sa perte. Parce qu'à la fin, on a Koichi et Knuckle Duster qui sont en difficulté à deux endroits différents. Et pourtant, les deux arrivent à discuter. Et Koichi il vient à récupérer les coups de poing, les points américains de Knuckle Duster, ce qui est plutôt inquiétant sur la santé d'un des deux. Et c'est pas celui qui arrive à se relever à la fin et qui a un nouvel objet autour de la main. Ça serait triste de perdre quelqu'un de manière comme ça. Ouais, de manière comme ça. Donc, très belle réussite. Pourtant, ça partait mal vu que le combat final commence à faire deux tomes. À voir s'il prend tout le prochain volume, mais je suis pas sûr, j'espère pas. Qui sera le dernier. Ça. Et bref, hein, Vigilante, méga spin-off. Même mieux que certains arcs de My Hero Academia de base.
Hop, tous les volumes. Évidemment, scénario Furuhashi Hideyuki. On va, après, ça m'intéresse de vous montrer un truc. Est-ce qu'il a fait d'autres trucs? Il a écrit Z-Man. Eh, mais je connais ça. Mais le roman. Ok. My Hero Academia. Alors, petit jeu rigolo. Petit jeu rigolo. Ah. Euh, J'aime pas trop vraiment la nouvelle mise en page du site, mais ok. Je vais me débrouiller. Là. Alors, si je vous montre le tome 1, est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Ah non, vous voyez pas ce que je vois. Dommage. Parce que j'ai pas fait mon écran. Oh! Bref, mais vous voyez, c'est la même couverture, juste à l'opposé visuellement. Ok. Ensuite, tome 2, on a un trio en bas à droite et une tête dans l'ombre en haut à gauche. Ça pourrait être celle-là, sauf que, bah, comme on l'a vu, ça aime bien construire en parallèle plutôt que en identique. Du coup, hop, c'est celle-là. T'as Stein en haut à droite et eux deux là. Et en plus, c'est que ça correspond bien parce que Stendhal ressemble à Stein et il y a Ingenium d'un côté et Tenya de l'autre. Ici, hop, trio en ligne, un personnage allongé en haut. Trio en ligne, un personnage allongé en haut. C'est peut-être que je l'ai pas trouvé. Ah, c'est ça, je crois. Ah oui. Personnage au milieu du dos en travers D. Deux personnages en diagonale comme ça, et hop, un fond derrière. C'est ça. Confrontation entre Knuckle Duster et sa fille. Confrontation, des coups, Kachan. La Fat Gum Aizawa Koichi. Ici. Fat Gum encore, c'est rigolo parce que c'est lui-même encore qui est référencé. Tatsumaki et Ijiro. Là, hop, Koshi allongé avec tous les personnages autour en carré. C'est juste au-dessus. Midoriya allongé avec tous les personnages concernés. Là, t'as Koshi à l'envers, plein de personnages en dessous, la tour et un mec en haut. Ça, c'est couverture plus ou moins récente. C'est celle-là, non? C'est celle-là. T'as Koshi qui est à l'envers là, et sinon c'est exactement pareil. Ensuite, t'as Aizawa et Aizawa jeune, et le fond derrière, comme ça, en carré. Celle-là. Eux deux, comme ça, devant, pieds sur les bords, et le fond en carré. Là, t'as Aizawa tout sur derrière. Ah! Et là, t'as ça, c'est celle avec House et Endeavor. Ici. Euh, les personnages qui sont en train de faire Waouh! Et un personnage en fond derrière, c'est celle-là. Parce que, tu vois, c'était combat ici et un truc en fond derrière en allié. Là, c'est plutôt l'inverse. En allié puis en fond derrière combat, mais c'est la même couverture. Ici, euh, à droite, il se tient que ça, il y a trois personnages derrière. Je sais plus à quoi ça fait référence, mais je crois que je le connais. Bah, est-ce que c'est celle-là? Non, ça n'a aucun sens. Ça ressemble pas du tout. Ah! Celle? Non? Non? Bah, je sais pas. Celle-là, elle ressemble peut-être pas, il y a une couverture, apparemment. Je sais plus jusqu'où ça va.
Vous avez vu, hein, ma théorie, elle est super, super bien prononcée, hein. Là, t'as E3 en triangle en bas et un mec en haut. C'est celle-là, ouais. Ça, c'est celle-là. Ça, c'est... Ça me dit rien, elle a pas des comme ça. Ah, si, c'est les... Ah non. Si, c'est le château. Ok. Et celle-là, pour ça comme ça, est en haut à droite. Bon, il y en a deux que j'ai pas retrouvé. C'est pas très grave. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Bref. Ensuite, et enfin, dernière critique manga, qui sera plutôt rapide. Et ouais, manga. Hop là. Les volumes 17 et 18 de Dreamland. On est encore et toujours dans l'arc de la Celestia Fest. C'est le cas depuis le volume à 10. Donc autant dire que ça fait un poil longtemps, peut-être un poil trop. Ça fait littéralement 10 ans, je crois, hein, soit dans le vrai monde de la vraie vie véritable. Ce qui est donc beaucoup trop long, on va pas se le cacher. Et il y a des trucs plutôt cool, hein, avec le passage de Midas, avec Terrence enfant, avec le fait de perdre des grandes créatures importantes du monde de Dreamland. Pas forcément du manga Dreamland, mais du monde de Dreamland, ce qui fait que ça rend le monde très vivant, que les actions ont des conséquences très importantes, qu'il y a plein de choses, tu vois, qui marchent comme ça. Pourtant, encore et toujours, je trouve que c'est très lourd à lire. Parce que quand même, maintenant, ça fait 8 tomes qui ont été mis en place tous les membres, tous les personnages qui participent à la Celestia Fest. C'est toujours très relou de tous les suivre en même temps, de voir ce que chacun a comme destin prévu. Alors, j'aime bien ce qui se passe autour de Midas, j'aime bien la défense du dernier royaume des nuages d'une attaque un peu désagréable. La façon dont c'est défendu, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le choix final de Terrence quand ils ont enfin terminé leur quête de ramener la cloche d'or tout en haut de la Celestia Fest et qu'il fait face à toutes les discussions qu'il a pu avoir pendant l'arc, qui l'ont pas forcément mis très très bien mentalement. Et malheureusement, c'est à peu près tout ce que je retiens de bien dans ces deux tomes. Le reste, c'est même pas tant mauvais, c'est juste que j'ai eu ça sans retenir quoi que ce soit, sans me souvenir de quoi que ce soit. Parce que je trouve que c'est bien compliqué pour ce que ça peut apporter. À la fin du volume 17, on disait qu'on approchait de la fin de Celestia Fest, mais c'était pas le cas. Et là, à la fin du 18, il dit qu'il voulait pas terminer si vite, qu'il voulait offrir un dernier gros combat avant ça, et que dans le prochain, on devrait avoir enfin terminé la Celestia Fest. J'espère, de tout mon cœur. Parce il reste en 3 volumes. Un avec l'équipe enfin réparée en pleine forme. Un tome spécial basé autour des personnages du feu, je suppose. Qui lance le début de la deuxième partie. Parce que enfin, on est parti de la Celestia Fest. Voilà, un volume tranquille bah, qui dit rien de spécial, mais qui voilà, montre qu'on n'est plus dans la Celestia Fest. Et là, bah, je sais pas. Le dénouement, les conséquences et la nouvelle ère. Et la fin de la première partie. Donc je pense que le prochain volume va être très bon. Mais de toute façon, on va voir les 3 prochains cette semaine. Est-ce que j'aurai le temps de les lire et d'en parler dimanche prochain? On verra. Mais sinon, ce sera pour celui d'après. Ok, voilà pour les critiques manga. Enfin, on est au bout. Maintenant, on passe à la critique jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Jeux vidéo et débat. Ouais, Necfeu. Je vais boire un petit peu d'eau. Et après, on est parti pour la critique.
La semaine dernière, dans le dernier live IRL de ce genre, nous avons terminé le jeu Professor Layton et l'étrange village. On n'y a pas eu que 240p. Quel plaisir. Le premier jeu Layton dans la chronologie, non, c'est le quatrième dans la chronologie. Le premier jeu est sorti. Et c'est le troisième que je faisais, parce que j'avais fait le 2 et le 6, dans cet ordre-là. Écoute, c'est comme ça. Je suis pas un très grand fan de ce qu'a offert le scénario global, puisqu'on arrive juste littéralement dans un village qui est bizarre. Tout le monde nous donne des énigmes, et les gens disparaissent de temps en temps. C'est pas finalement cool, mais après ça va. En fait, c'est le rythme que j'aime pas trop, c'est sans doute comme ça à chaque fois, mais il y a vraiment littéralement des questions, des questions, des questions, des questions, des questions. Et dans les deux derniers chapitres, donc la dernière heure de jeu, grand max, t'as toutes les réponses. Je me dis, ah, c'est peut-être un poil pas serré réparti. Parce qu'en fait, dans les heures précédentes, on n'a pas des masses d'indices ou d'avancées, quoi que ce soit. Parce qu'après, pour le reste, hein, l'exploration, les énigmes, ça fonctionne très bien. Niveau difficulté et tout, c'est ce qu'il faut. Alors, pas plus, pas moins, je pense. Peut-être un peu plus de variété, parce qu'il y a des fois des énigmes qui se répètent soit sur la forme, soit même des énigmes qui vont jusqu'à 3, 4, 5 du même genre. Mais voilà. Niveau personnage, les gens du village sont attachants, vu qu'on les voit plusieurs fois, donc ça marche bien. Layton, Luke, ça fonctionne. Malheureusement, le méchant et l'autre personnage important que je ne peux pas dévoiler, on les voit trop à la fin quoi, pour que ce soit impactant, c'est un peu dommage. Ils sont dans l'ombre tout le temps, hein, mais être dans l'ombre ça suffit pas à être intéressant. Ou alors faut être dans l'ombre et que les gens parlent de toi, ou que tes actions soient visibles, pas que ce soit juste dans l'ombre. Là, dans ce cas-là. Mais en même temps, c'est un jeu tranquille pour chiller, faire des énigmes et être tranquille. Donc je m'attendais pas non plus à plus que ça. Parce que bah, c'est pas tant l'histoire qui m'avait plu dans le 2 et le 6. Voilà. Et après on avait regardé l'épisode d'Edouard sur ce jeu, et donc très belle chose, parce que la découverte, c'est génial. Le jeu des années 80, c'est génial. Oui, au singulier. Ça. Et surtout, bah, Layton Switch bientôt, hein. Ouais. Voilà. Pour le gaming, c'est suffisant. Et c'est de ça le gaming. Ensuite, une série, on va parler, terminer ce. Et enfin, il reste donc critique de films avec deux que j'ai trouvé génial. Ouf! Deux que j'ai trouvé géniaux. Un que j'ai trouvé très bon. Et deux que j'ai trouvé très moyen. Attends, je me remets les favoris parce que j'ai pas encore eu le temps de prendre des notes dessus. Ok. Tac. Ah, excusez-moi pour les bruits de pub, vous allez en avoir quelques-uns. Vous créez votre entreprise en ligne, En même temps, en plus. rendez-vous sur wix.com et lancez votre site avec un processus de création sur mesure. Ajoutez ce dont Ce qui distingue une maison de vacances à Britel? Vous avez... Trop bien. Dimanche, juste après le live IRL de la semaine dernière, j'ai regardé Little Miss Sunshine. Oh, 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 oh! C'est pas comme ça qu'on fait les trucs de cinéma, voyons. Alors pourquoi est-ce que je le fais pas pour les autres médiums? J'en sais rien, mais... Alors Little Miss Sunshine, sorti le 6 septembre 2006 en salle. 1h40, comédie-drame. L'histoire des Hoover, le père, Richard, tente désespérément de vendre son parcours vers le succès en 9 étapes. La mère, Cheryl, tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de l'hôpital après avoir été congédié par son amant. Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables. La fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait vœu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force Academy. Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre de très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entasser dans leur break Volkswagen rouillé. Ils mettent le cap vers l'ouest et entament un voyage tragicomique de 3 jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendus. Par Jonathan Dayton et Valérie Faris. Euh... TV, vidéo, 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 TV, TV, vidéo, 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 The Check-up, vidéo, Little Miss Sunshine,
Elle s'appelle Ruby et Battle of the Sex. Rhythm Nation. Ah non, si. 1814. The Check-up, les Mr. Shine. Elle s'appelle Ruby, Battle of Sex. Je connaissais rien là-dedans. Et les deux ont tout fait ensemble. Trop bien. Donc je disais, j'ai regardé ça dimanche soir après le live IRL, la semaine dernière. Et c'était génial. Je pense qu'il est entré haut la main dans mon top film. Tout d'abord parce qu'il y a Steve Carell au casting, et que bah, j'ai découvert dans The Office, que j'ai maintenant vu en entier. Donc j'étais très content de le voir dans notre rôle. Largement moins comique, parce que largement plus teinté de tristesse, et de barbe, ça rend vachement plus triste. Et surtout de voir Paul Dano, acteur que j'ai découvert dans The Batman, en tant que l'homme mystère, et qui m'intrigue fortement visuellement. Et là, le voir aussi jeune jouer un rôle comme ça, j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, tous les personnages sont vraiment détruits. Le grand-père se drogue. Les parents, il y en a un qui essaie de vendre sa formation, mais il a du mal. La mère, elle essaie de tout porter sur ses épaules. Et t'as l'oncle qui est suicidaire et homosexuel. Alors c'est pas un point négatif, parce qu'il y a des couches dans le site dans les trucs que la famille a raté, mais plutôt suicidaire car homosexuel. Ça va mieux comme point négatif. Alors, mettre le passage le plus réussi du film dans la bande-annonce, c'est un peu con, les gars, mais... Et ensuite, dans les enfants, un qui se coince dans le mutisme et qui veut devenir avion, carrément, et une qui est un peu grosse, mais qui veut devenir Miss, carrément. Donc, j'aime beaucoup le casting, c'est comme ça que ça s'appelle. J'aime beaucoup l'ambiance du film parce que c'est quelque chose, comme vous voyez, de très jaune, très joyeux, très lumineux, très feel good à voir. Et ça, j'aime beaucoup. Sauf que j'ai quand même réussi à pleurer 2 fois. Dans la fameuse scène que je vous ai dit, ils ont mis ça à l'abondance. C'est la meilleure scène du film, j'ai explosé. Paul Dano est excellent depuis le début, en tant que jeune adolescent désabusé qui parlait à personne, qui déteste tout le monde, et qui voilà, a fait vœu de silence. Par contre, à un moment, pour une raison, il explose de rage. Tout d'abord sans parler, donc c'est déjà très dur, parce que bah, tu le vois être complètement fou, hystérique. Et ensuite partir au loin et hurler pour de vrai. Et quand c'est les premiers mots, les premiers sons qu'il fait sortir de sa bouche, ah oui, c'est vrai, ils sont tellement brisés, moi j'ai chialé putain. Et j'ai pleuré à la fin. Parce que toute la famille a réussi à surmonter ses traumatismes, à surmonter ses échecs, à faire avec d'ailleurs, plus qu'à aller réellement les affronter. Parce que bah, quand tes rêves t'échappent ou tu peux plus tous les atteindre, t'es obligé de juste faire avec, prendre le sens de la vie comme ça. Et après ils arrivent tous dans le monde aseptisé des Miss, avec une danse improbable de leur petite, et qui finissent tous par rejoindre, et j'ai pleuré de joie devant ça. La famille est totalement dysfonctionnelle qui a appris à faire avec toutes ces déviances, tous ces ratages, et qui le montre devant le truc le plus aseptisé, le plus vide du monde. Et c'est génial. Le film est hyper drôle, le film est hyper touchant. Il y a évidemment des situations improbables et inconclues, tu vois. Mais à chaque fois, toutes les scènes où ils poussent le véhicule ensemble pour le faire redémarrer, j'ai adoré. Les discussions entre Paul Dano et Steve Carell, j'ai adoré. Tout Paul Dano, quand il est en silence, quand il rage, j'ai adoré. La danse finale, j'ai adoré. Il y a tellement de trucs réussis dans ce film. Ah, quelle merveille. L'ordre est pas ouf parce qu'on va passer sur le deuxième film que j'ai adoré. Et après, ça va être une longue descente en enfer. PCDR, c'est vrai? Mais c'est quoi ce casting? C'est vrai qu'ils adorent faire venir des stars pour les jouer les personnages, c'est vrai, c'est vrai. On en parlera après. Alors. Parce que j'ai vu Le Chat Poté 2, la dernière quête. 7 décembre 2022 en salle, 1h42, c'est tout? Je pensais qu'il durait plus longtemps. C'est dire qu'il y a plein de choses dedans et c'est réussi. Animation, comédie, aventure. Le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris des dangers ont fini par lui coûter cher. Il est épuisé 8 de ses 9 vies, et on a perdu le compte au passage. Afin de retrouver sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique au confin de la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile à vœux. Seule celle-ci de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu'une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l'aide. C'est ainsi qu'il se tourne à son ancien partenaire et meilleur ennemi de toujours, l'insouciante Cathy Patte de Velours,
le chapeauté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête à leur corps bien défendant par Perro, un corneau errant et galeux, à la langue bien pendue et d'une inaltérable bonne humeur. Ensemble, ils tenteront de garder une longueur d'avance sur le redoutable Boucle d'Or et son gang des trois ours, véritable famille de mafieux, mais c'est sur Little Jack Horner, devenu bien grand, ou encore ce chasseur de primes le plus féroce du coin, le loup. Fait par... Il n'y a pas de réalisateur du coup. Si, Joel Crawford et Januel P. Marcado qui n'ont rien fait. Donc ouais, au casting, Antonio Banderas en chapeauté comme d'habitude. Mais on a Florence Pugh en boucle d'or. On a Olivia Colman en maman ours. Et c'est tout dans ce que je connais vraiment. Mais ça a perturbé de voir leur tête, en tout cas. Ok. Le seul truc qui revient du 1, c'est le fait que Kitty et Poté soient proches, mais comme temps, bah, ils n'auront jamais réussi à se... Alors comme vous le voyez, le film est absolument magnifique. C'est coloré, c'est pastel, c'est crayonné, mais en même temps très très propre. Et en plus, il y a des bonnes nouvelles pour Shrek 5 à la fin, normalement. Donc, que demander de plus? Pour le prochain, on va être rapide. Parce que j'ai vu L'affaire Coligny, sorti le 27 avril 2022 en salle, 2h03, judiciaire, drame, thriller. Pourquoi Fabrizio Coligny a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande? Comment défendre un accusé qui refuse de parler? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l'histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter. Réalisation par Marco Kreuz-Peintner, mais on n'a pas de nouvelles. Et comme dans tous les films allemands, il y a évidemment Daniel Brühl au casting. Donc ça passe d'un système judiciaire allemand rendu amnésique de sa prescription des crimes nazis grâce à une loi qui fut l'un des plus gros scandales de l'histoire judiciaire. Plus que deux, plus que deux. Comme le prochain, je comprends pas pourquoi ça a marché autant, mais ça a hyper bien marché son mois. À plein temps, 16 mars 2022 en salle, 1h25, drame 1h25. Ah là pour le coup, j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus long aussi. Ah c'est inquiétant par contre. Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée au risque de sombrer. Réalisé par Eric Gravel, qui a réalisé Crash Test Taglay, et c'est tout. C'est son deuxième film? C'est son deuxième film. Bravo à lui. Parce que le film est très réussi, hein. C'est encore les sympathiques drames français habituels. Mais bah, déjà, c'est une actrice que j'ai appris à bien aimer. Je l'avais croisée uniquement dans La Flamme, la série d'humoristique avec Jonathan Cohen. Et pas un personnage des plus passionnants, parce que c'est juste, elle était religieuse, et c'est tout, si je ne m'abuse. Donc c'est pas un personnage très très réussi. Et je crois qu'elle a été éliminée assez vite en plus. Bref. Donc là je suis content de la voir dans un vrai rôle, et c'est plutôt agréable, parce que le rôle est réussi. Et en fait c'est tout simplement la vie. Parce que la course entre élever ses enfants à la campagne, mais devoir travailler en ville, travailler dans un métier comme ça, autant sur le temps et sur l'exigence des gens, pardon,
devoir faire face en même temps à la grève, aux missions annexes de son boulot, à chercher un nouveau métier. Tout ça, c'est un peu compliqué à tout gérer en même temps. Ah, l'anniversaire de son fils qui se ramène. Donc c'est vraiment la course constamment pour elle. C'est très compliqué, mais en même temps ça marche très bien pour rythmer le film. Et voilà, elle court dans tous les sens. Et le personnage fait que s'enfoncer dans les erreurs et des trucs tristes. Parce qu'elle perd son boulot vu qu'elle n'est plus. Elle rend pas les trucs dans les temps. Plus elle a raté plusieurs jours pour faire les trucs annexes qu'elle voulait faire. Euh, Elle s'est un peu éloignée de ses enfants. Du coup, bah, elle ne pouvait plus les garder ni les voir. Quand même, elle a fini par se rattraper à la fin. Avec l'anniversaire qui était plutôt réussi. Et avec un passage dans un petit parc d'attraction. Elle a raté possiblement une histoire d'amour parce qu'elle allait trop vite. Parce qu'elle est encore dans la course. Genre, il y a un voisin qui l'a aidé plusieurs fois et hop, elle l'embrasse. Et il est en mode ah, c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, c'est tellement la course, il fait plein d'erreurs comme ça. Mais le final semble être radieux pour son futur. Elle s'est rapprochée de ses enfants au final. Elle a le poste qu'elle voulait. Voilà. Est-ce que j'ai pleuré à la fin? Oui, bien sûr. Donc j'ai eu le droit à pleurer 3 fois cette semaine. 2 fois dans Little Miss Sunshine, de tristesse et de joie. Et là, j'ai pleuré de joie aussi. Genre, dans la vraie vie véritable, j'arrive plus à pleurer ni de joie ni de tristesse. Par contre, devant les films, pleurer de joie, ok, tranquille. Que de tristesse, j'ai déjà pleuré, hein, IRL, mais de joie, voilà. La joie des autres me fait kiffer plus que la mienne. Voilà, et le film est bien, hein. Enfin, le dernier, last but not least. Enfin, un peu liste quand même, mais j'ai regardé ce matin même, avant de finir Adventure Time, Ocean's 11, sorti le 6 février 2002 en salle, 1h57, judiciaire thriller comédie. Après 2 années passées dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser. Cambriolé dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée qui lui a volé Terry. On en parlera de ça. Le propriétaire de ce 300 établissement de jeux de Las Vegas. Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan composent une équipe de 10 malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Caldwell, le pickpocket le plus agile qui soit, Roscoe Mins, un expert explosif, Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de sécurité des casinos sur le bout des doigts, les frères Virgil et Turk Malloy, capables de revêtir plusieurs identités, ou encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate. Réalisé par Steven Soderbergh. Oui, il en a fait, hein. Sexe, mensonge et vidéo, Kafka, King of the Hill, La Fleur de Pause, Kizopolis, Grey's Anatomy, Hors d'atteinte, L'Anglais, Henry Brockovich, Seul contre tous, Traffic, Ocean's 11, Full Frontal, Solaris, Eros, Ocean's 12, Bubbles, The Good German, Ocean's 13, chez première et deuxième partie, Girlfriend Experience, The Informant, Contagion, Piégé, Magic Mike, Effet secondaire, Ma vie avec Libérance, Logan Lucky, Paranoia, High Flying Bird, The Landromat, La Grande Terrasse, The Sudden Move, Kimi et Magic Mike's Last Dance. Je n'avais rien vu de ces films, ok? Rien vu. Et j'ai pas spécialement envie d'en voir d'autres avec ça. Parce que ben, j'ai pas du tout aimé. Casting, très très bon. Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, l'acteur de War Machine, et c'est tout ce que je connaissais. Julia Roberts, et c'est tout ce que je connaissais. Il y a eu Viola Davis aussi à un moment. Viola Davis, oui. Mais pourtant, pas ouf. J'ai déjà vu un film qui ressemblait à ça et je l'ai pas spécialement aimé plus que ça. Bah, Les Veuves fonctionnent un peu pareil, mais c'était quand même plus fonctionnel au niveau des personnages. Et il y a un film que j'ai vu comme ça et j'avais pas spécialement aimé. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, ça monte l'équipe avec des soucis de responsabilité, mais il y a pas de difficulté à les recruter, ni rien. Donc, bah, pas intéressant, juste le présente quoi. Et pourtant, bah, j'ai pas réussi à retenir ni le nom ni les spécialités de chacun. C'est quand même dommage. Après, t'as la confrontation avec le chef des casinos, notamment sur le fait que il a ma meuf ou quoi? Eh, c'est ma meuf, tu veux la récupérer parce que c'est ma meuf, en fait, c'est mon objet à moi, c'est ma meuf à moi. Eh oh! Et ça, je trouve ça très limite, parce que en fait, c'est littéralement le seul personnage féminin de tout le film. Et c'est vraiment un trophée, une récompense. Et ça, c'est moyen.
Ensuite, t'as tout le moment où il s'infiltre dans les casinos pour voler l'argent, ça fonctionne bien. Il y a du suspense, il y a du rythme, il y a tous les personnages qui font leurs actions petit à petit. Il y a les erreurs des uns qui créent les erreurs des autres, mais qui en même temps, après les deux erreurs s'annulent et ça va bien. T'as un retournement final qui fonctionne plutôt bien sur la façon dont le plan a fini de fonctionner. Pourquoi pas? La réussite globale, parce qu'il récupère l'argent, il récupère la femme, il récupère la renommée, tout ça, donc tout va bien. Et en plus, il récupère à peine de prison, donc ça va. Et par contre, c'est vraiment un problème avec le personnage de Julia Roberts, quoi. C'est un trophée total, ils sont en mode bon, tu viens avec moi quand même, je suis mieux que lui, hein. Et à la fin, il dit oui, j'ai quelque chose qui t'appartient. C'est une femme, putain! Genre, il vient chercher en prison avec sa femme, il dit juste j'ai quelque chose qui t'appartient. C'est horrible! Il est traite comme un objet, comme une récompense. C'est le seul personnage de féminin du film. Je suis pas plus féministe qu'un autre, hein, mais là, je le sens bien, hein, le film d'homme pour homme avec que des hommes. Aïe aïe aïe. Et hormis ben, le rythme de la scène de vol, je retiendrai pas grand chose. Parce que franchement, je lui préfère largement Insaisissable, qui fonctionne un peu pareil, hein, sur les tours de passe-passe et des façons de montrer les choses différentes pour faire un braquage. Parce que je le trouve plus fun et les personnages un peu plus réussis. Et surtout la confrontation gentil-méchant. Après, en même temps, ils sont que 5 au total, hein. Si on retient bah, un peu plus, tu vois. T'as les 4 cavaliers, le méchant, euh, le policier, et voilà, ça fait 6 dans le premier film. Et après, il y en a 2 de plus pour dans le deuxième, quoi, un truc comme ça. Et c'est largement plus raisonnable que 12. Ça, et bah, surtout, Sally Cooper, c'est mieux, quoi. Avoir une bande de malfrats qui volent des trucs, c'est largement plus réussi dans Sally Cooper. Voilà, allez, on passe en mode React. Ou We Act. We act at the coup. We act. Alors, film à que tu. À que tu. Et évidemment, Nintendo. Alors, Nintendo, il y a une Nintendo Direct, donc il y a plein de choses à voir. On va pas tout regarder. Hey, ça, j'avais pas vu. Oh, Power Wash sur Switch. Donc ça, on va regarder. Et après, Bayonetta Origins, ça a l'air bizarre, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. Metroid Prime, j'avais déjà essayé d'y jouer avec la Metroid Prime Trilogy et j'avais arrêté au milieu. Je sais pas si c'est moi qui étais pas dans le mood ou si c'est le jeu qui me plaisait pas. Donc je suis pas spécialement chaud pour le remastered. Kirby, c'est un remaster d'un jeu que je n'avais pas fait, mais bon, les jeux Kirby ça va. Quand même, il y a un nouveau épilogue différent. Zelda, il a l'air trop bien, j'adore les nouvelles images, je veux jouer. Il y a un nouveau circuit qui a été annoncé parce qu'il est inédit. Et il a l'air plutôt cool pour dans Mario Kart. Xenoblade 3, les passes d'extension, je m'en fous. J'ai pas trop aimé le 1, alors je vais pas jouer aux autres. Les éditions collector, on s'en fout. Des jeux Game Boy Advance sur Switch, ok. Les Game Boy Advance, c'est cool, m'en suis acheté une d'occasion et j'aime bien. Je joue jamais, hein, mais j'aime bien. Splatoon 3, extension, bof, parce que j'ai pas joué au 1. Pikmin 4, c'est oui. Quand bien, il n'y a pas des masses de nouveautés visuellement, parce que ça a l'air d'être exactement comme le 3, vu que t'as 3 membres d'équipe. Et au niveau du style graphique, des méchants, tout ça, tout est pareil. Mais il y a un nouveau genre de Pikmin, les Pikmin de type glace, à voir à quoi ça sert et où ça nous mène. Et t'as un chien qui peut t'aider aussi. Voilà, c'est les seules nouveautés qu'il y a. Mais de toute façon, j'avais envie de jouer, même si ça ressemble au 3, c'est pas très grave. Ça me va, je veux jouer. Master Detective, j'ai oublié. Ah oui, c'est celui, il y avait tout et n'importe quoi. Ah non, c'est pas lui. Ouais, je sais pas, il y avait trop de trucs qui sont semblés. Ok. Fire Emblem Engage, d'autres gens à croiser, mais j'ai pas joué au jeu et j'ai pas spécialement envie. Baton Kaito, je sais pas quoi ça fait. Pour sur Lighton, je suis trop content. Oui, pour sur Lighton sur Switch. Moi qui suis en train d'en faire quelques-uns du coup. Et Advance Wars, je suis content qu'on ait enfin des nouvelles à nouveau. Parce que bah, ça faisait quelques temps que ça avait été abandonné le jeu. Et je prends volontiers parce que j'ai envie d'y jouer, de voir à quoi ça ressemble, vu que j'ai dit que j'aimais bien la Game Boy Advance. J'ai pas de son. Ouais, c'est trop fort ça. Oui, Fire Emblem Engage, oui. Power Wash en janvier.
Mais sur Switch, je suis pas convaincu, hein. Si j'y joue, c'est ça sur PC, hein, je pense. Persona 4 Golden. Ça, c'est une nouveauté Switch, ça. Fous ma gueule. Persona 3 également. C'est rigolo parce qu'en fait, P3P, ça ressemble à PSP. C'est rigolo, non? Hot Ballers, qui a l'air plutôt fun à plusieurs, mais bon, bah, du coup, je sais pas plusieurs, donc pas d'intérêt. Et Space for the Unbound. Alors, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu aucune image, donc ça m'aide pas beaucoup. Children of the Silent Town. Je connaissais pas non plus, mais ça m'aide pas beaucoup. Et là, Norin. En fait, il y a pas assez de temps sur les images, on voit pas. C'est pas assez pertinent certains trucs, je crois. Ça pourquoi pas, mais c'est pas pour moi. D'accord. Et bah, très belle sélection. Super. Et pour film actu. Nac. Oh là là, il y a tellement de trucs à chaque fois, chaque semaine. Alors ça. Ah, c'est sur Prime, ça va se faire foutre. Pardon. Ça, ok. Apple TV, ça dégage. Ça, ça m'intéresse pas. C'est un film, ça? C'est un film. Ça, je m'en fiche. Je suis en train de choisir tout ce que je vais regarder, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Cours. Il y a tellement de choses. Et ben, on est parti. On est parti, on est parti. Mais qu'est-ce que ça racontait de plus que son flashback? Et que le fait que c'est son passage le plus important qu'on a vu depuis le début et qui est utile à chaque fois, tout le temps? Et ben, on saura pas. Super! Allez, bah la suite, hein. Resident Evil Death Island. Ça, c'est les teasers, c'est pas vraiment une bande-annonce. On s'en fiche. Ok. Ça aussi, d'ailleurs. Ah, ça, c'est une vraie bande-annonce. Luther, soleil déçu. Je pense Ah, c'était une série, ouais, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est 5 avril États-Unis, ouais, ouais, c'est pas ça que je demandais du coup. 5 avril sur Amazon Prime, voilà, faut aller se faire foutre, c'était écrit nulle part, je pleurais. Your English? Ok, bah. Oups. I hope you have a nice moment. Alors, ça, non, je m'en fiche, je vais voir Fast and Furious 10, ça m'intéresse pas. Et ça, je sais même pas de quoi ça parle. J'ai chez la famille en mode, oh là là, le couple d'enfants, ils sont amoureux, mais après, c'est le bordel avec tout le monde. Il y a des mensonges, des choses qui se disent pas, oh là là. Et ben, dans ce qu'on a vu, il y a. Bah, Berlin, on n'a pas d'informations que je suis toujours un peu intrigué. Il y a Luther qui a l'air sympathique, mais sans casser trois pattes à un canard du tout. T'as R qui a l'air réussi, 65 qui a l'air réussi, et Maybe I Do qui a l'air pas ouf du tout. Maintenant, on va voir sur les deux pages qui restent s'il y a des trucs à react intéressants, mais je ne crois pas.
Donc on va pouvoir partir en pause avant de jouer à un jeu mystère. Il n'y a rien dans les tendances. Évidemment, c'est les tendances MDR. T'as la vidéo de Squeezie de la semaine dernière qui est exceptionnelle. Mais bon, j'ai déjà vu une fois et demie, ça suffira. Et puis elle dure 1 heure, on va peut-être pas réacter à ça. Et sinon, c'est à peu près tout. Ouais, ouais, ouais. Ça me va. Et ben, tu sais quoi, YouTube? On se dit à demain. Nous, Twitch, on se retrouve dans 5 minutes à 23h05 à peu près pour la partie gaming du live. Merde. Sur un jeu auquel j'ai joué dans mon enfance, parce que j'ai joué pas mal de jeux sur ma DS, et qui est un jeu dans lequel je n'avais pas vu le bout, parce que c'était trop dur pour moi. Alors je crois pas qu'il soit particulièrement dur, hein, mais je l'avais trouvé trop dur. Pourquoi pas. Gros suspense pour vous sur ce que c'est. Bref, on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite!